La valeur énergétique globale inscrite sur les étiquettes alimentaires est calculée à partir des valeurs énergétiques associées à chaque catégorie de nutriments. Dans le cas particulier du glucose, un glucide, et de l'acide palmitique, un lipide, ces valeurs énergétiques sont du même ordre de grandeur que leur énergie de combustion complète. Ce constat est-il généralisable au-delà des cas particuliers du glucose et de l'acide palmitique? Par ailleurs, quelle peut être l'utilité de l'affichage nutritionnel dans notre quotidien? Pour répondre à ces deux questions, il nous faut envisager les deux grandes composantes du bilan énergétique du corps humain. D'une part, la composante d'entrée d'énergie dans le système, principalement sous la forme d'aliments, et d'autre part, la composante de sortie d'énergie du système pour le fonctionnement et l'entretien de l'organisme. Commençons par la composante d'entrée, avec l'estimation des apports énergétiques alimentaires. Si l'on exclut l'eau et les sels minéraux, les aliments sont potentiellement oxydables. L'énergie libérée lors de leur oxydation complète peut être estimée par combustion complète dans une bombe calorimétrique. On appelle cette énergie l'énergie de combustion ingérée. L'organisme peut au mieux récupérer l'intégralité de l'énergie de combustion ingérée. Qu'en est-il? Une fraction des aliments ingérés est perdue telle qu'elle, non digérée, dans les selles. Une fraction est fermentée par des bactéries du gros intestin qui se multiplient et forment de la biomasse. Cette biomasse est évacuée toujours dans les selles. C'est de l'énergie perdue pour l'organisme que l'on peut quantifier tout simplement en pesant la masse sèche des selles et en déterminant l'énergie de combustion complète d'un échantillon de sel. On l'appelle énergie de combustion fécale. L'activité métabolique des bactéries libère des gaz, surtout du méthane et du dihydrogène. Ces gaz correspondent à une énergie perdue pour l'organisme. On peut la quantifier en récupérant les gaz produits et connaissant l'énergie de combustion complète du méthane et du dihydrogène. On l'appelle énergie de combustion gazeuse. Le reste correspond à de la matière dont l'organisme dispose effectivement pour éventuellement s'en servir comme substrat énergétique dans ses propres cellules. Cela correspond à l'énergie digestible qu'on quantifie par différence. Énergie digestible égale énergie de combustion ingérée moins énergie de combustion fécale moins énergie de combustion gazeuse. Que devient cette matière dans l'organisme en termes énergétiques? Une partie est déposée dans les tissus en croissance, surtout dans l'enfance et l'adolescence et pendant la grossesse. Une partie peut être stockée pour un usage énergétique différé. Une partie est perdue à la surface de notre peau sous forme de cellules qui se desquament, de cheveux que nous perdons ou d'ongles que nous coupons. Cela représente une énergie perdue pour l'organisme que l'on peut estimer par combustion. On l'appelle énergie de combustion perdue en surface. Le reste emprunte la voie du métabolisme énergétique, c'est-à-dire l'ensemble des réactions qui assurent l'oxydation des substrats énergétiques afin de production d'ATP. Ce métabolisme peut être complet pour certains substrats énergétiques, typiquement les glucides et les lipides, mais il est incomplet pour les protéines. En effet, le métabolisme des protéines produit de l'urée, qui est éliminé principalement dans l'urine. Comme toute molécule organique, cette urée a une énergie de combustion et son élimination constitue donc une perte énergétique pour l'organisme. On l'appelle énergie de combustion urinaire. On peut l'estimer en mesurant la masse d'urée éliminée. Chez un adulte ayant terminé sa croissance et à l'équilibre pondéral, les pertes urinaires et de surface font la différence entre l'énergie digestible et ce que l'on appelle l'énergie métabolisable. Énergie métabolisable égale énergie digestible moins énergie de combustion de surface moins énergie de combustion urinaire. L'énergie métabolisable correspond donc finalement à l'énergie de combustion de la matière qui est effectivement utilisée complètement comme substrat énergétique par l'organisme. Pour autant, cette énergie métabolisable ne correspond pas à l'énergie qui sera in fine disponible pour effectuer un travail cellulaire. En effet,
quel que soit le substrat énergétique, une part de l'énergie d'oxydation est dissipée sous forme thermique, mais cette part diffère selon le nutriment utilisé comme substrat énergétique, comme on peut le mesurer par calorimétrie. Le cas du glucose sert de référence et les autres substrats énergétiques sont évalués par rapport à lui. Cela permet de définir une énergie métabolisable nette, débarrassée des pertes thermiques qui auraient pu être évitées en métabolisant du glucose plutôt qu'un autre substrat énergétique. Énergie métabolisable nette égale énergie métabolisable moins énergie thermique dissipée relativement au cas du glucose. Nous avons posé les concepts et expliqué comment on peut déterminer les quantités d'énergie en jeu, directement ou par différence. Faisons maintenant un état des lieux sur ces quantités pour quelques exemples. Considérons le cas de protéines ayant une composition en acides aminés moyenne. Leur énergie de combustion complète s'élève à 23,6 kJ par gramme de protéines. De l'ordre de 1,9 kJ par gramme de protéines ingérées est perdue sous forme fécale ou gazeuse, si bien que l'énergie digestible est réduite à 21,7 kJ par gramme de protéines. Les pertes en surface, et surtout les pertes urinaires, représentent environ 4,5 kJ par gramme de protéines ingérées. L'énergie métabolisable ne correspond donc plus qu'à 16,8 kJ par gramme, c'est-à-dire 71% de l'énergie de combustion ingérée. Enfin, le métabolisme des protéines s'accompagne de pertes thermiques plus importantes que celui des glucides, et en particulier le glucose. En conséquence, l'énergie métabolisable nette est d'environ 13,4 kJ par gramme de protéines ingérées, c'est-à-dire 57% de l'énergie de combustion ingérée. Rappelons-nous que l'affichage nutritionnel s'appuie sur une valeur de 17 kJ par gramme de protéines. Cette valeur correspond à l'arrondi près à l'énergie métabolisable des protéines. Considérons maintenant le cas de quelques glucides particuliers. Le glucose, le saccharose, l'amidon et la cellulose. Sur les étiquettes, cette dernière n'est pas comptabilisée dans la catégorie des glucides, mais dans celle des fibres alimentaires. L'énergie de combustion complète diffère légèrement d'un glucide à un autre. La digestibilité est totale pour le glucose, le saccharose et généralement pour l'amidon, et ce dès l'intestin grêle. En revanche, la digestibilité n'est que partielle pour la cellulose. Celle-ci atteint le gros intestin sans avoir été digérée, et là, elle est prise en charge et fermentée par des bactéries. Le corps humain en tire de l'énergie, contrairement à une croyance bien ancrée, en prélevant de petits acides gras libérés par ces bactéries. Une fois la digestion accomplie, les glucides ou les petits acides gras qui en dérivent finissent par être entièrement métabolisés. Il n'y a donc pas de différence entre les deux lignes, énergie digestible et énergie métabolisable. L'efficacité métabolique est excellente, sauf dans le cas de la cellulose et des fibres alimentaires plus généralement. Et l'affichage nutritionnel dans tout ça. Pour les glucides qualifiés de disponibles, dont la digestion s'achève donc dans l'intestin grêle, l'affichage s'appuie sur une valeur moyenne de 17 kJ par gramme de glucides. C'est un peu surestimé pour les glucides simples, un peu sous-estimé pour les glucides complexes. Quant aux fibres alimentaires, l'affichage nutritionnel leur affecte une valeur énergétique de 9 kJ par gramme, qui est une moyenne pour tous les types de fibres, moyenne qui masque en réalité de grandes disparités. Là où les choses se compliquent, c'est que la frontière entre glucides disponibles et non disponibles est poreuse. Ainsi, de l'amidon peut devenir indisponible après cuisson et refroidissement. Cela se passe par exemple lorsque des pommes de terre cuites sont refroidies. Une partie de l'amidon cristallise sous une forme qui résiste à la digestion et qu'on appelle pour cette raison amidon résistant. Les choses ne sont donc pas aussi simples qu'il y paraît de premier abord. Au final, les sources de différence entre affichage nutritionnel et énergie métabolisable nette sont multiples. Premièrement, ce qui est affiché est une énergie métabolisable et non une énergie métabolisable nette. Cela signifie qu'il n'y a pas de prise en compte des différences de perte thermique dans le métabolisme selon la catégorie de nutriments.
Deuxièmement, ce qui est affiché est une valeur moyenne par catégorie de nutriments. Et cette moyenne masque de grandes disparités, surtout dans le cas des fibres alimentaires. Troisièmement, ce qui est affiché considère des nutriments consommés séparément, comme dans les conditions expérimentales qui ont servi à définir les valeurs nutritionnelles. Or, les nutriments sont consommés dans un régime alimentaire et il y a des interactions entre eux qui modifient notamment leur digestibilité. Quatrièmement, ce qui est affiché ne tient pas compte des modalités de préparation. Finesse des morceaux, modalité de cuisson, rappelez-vous l'affaire de l'amidon résistant. Cinquièmement, ce qui est affiché ne tient pas compte des différences entre individus. Nous avons des tubes digestifs différents, habités par des microbiotes différents, ce qui affecte la digestibilité, notamment pour les fibres alimentaires. Une partie de la communauté scientifique milite pour un affichage fondé sur l'énergie métabolisable nette et pour une distinction entre fibres fermentescibles et non fermentescibles. Mais pour les autres points de différence, il n'y a pas grand-chose à faire sinon en avoir conscience. Passons maintenant à la composante de sortie énergétique avec l'estimation de la dépense énergétique des individus. Pour estimer cette dépense énergétique, il a fallu se doter de méthodes de mesure et les utiliser sur un nombre d'individus suffisant pour établir des lois. Historiquement, la mesure de la dépense énergétique des individus a d'abord été un outil de diagnostic de certaines affections, par exemple des anomalies de la thyroïde. En conséquence, il a fallu définir une fourchette de normalité en mesurant l'activité métabolique de nombreux individus dans des conditions standards. Le métabolisme standard d'un individu a été ainsi défini comme la quantité d'énergie nécessaire aux fonctions vitales de l'organisme en état d'éveil, à jeun, sans stress physiologique. En pratique, le métabolisme standard se mesure sur un individu reposant tranquillement sur le dos, essayant de ne penser à rien, n'ayant pas mangé depuis 10 à 18 heures, dans une pièce à 28 degrés Celsius, la neutralité thermique. L'individu ne doit pas être malade et sa température corporelle doit être normale. On a constaté que le métabolisme standard a une faible variabilité intra-individu, de l'ordre de 3%, sauf parfois à la première mesure. En effet, il est évidemment difficile de mettre son esprit au repos quand on est soumis à ce type d'expérimentation. Néanmoins, il s'agit d'un paramètre biologique très solide. Attention, remarquons que le métabolisme standard n'est pas le métabolisme minimal. Par exemple, lors du sommeil, le métabolisme est d'environ 95% du métabolisme standard. De même, un individu en état de sous-nutrition ou un individu en hypothermie a un métabolisme inférieur à son métabolisme standard. Après un siècle de mesures du métabolisme standard, on se retrouve aujourd'hui avec un corpus de centaines de publications scientifiques et des données sur des dizaines de milliers d'individus. En 2001, ces données ont été rassemblées sous la forme d'une base de données issue de 174 articles de recherche. Seuls les articles qui donnaient suffisamment d'informations sur les conditions de mesure et qui spécifiaient un certain nombre de caractéristiques des individus ont été retenus. La base de données concerne un peu plus de 13 900 hommes, femmes et enfants de 0 à 106 ans, d'ethnie, de masse corporelle et de taille connue. Ce jeu de données est public depuis 2016. De l'analyse des jeux de données, il ressort que le métabolisme standard dépend principalement de la corpulence, de l'âge et du sexe. Concernant la corpulence, le métabolisme standard augmente avec la masse et la taille corporelle. Concernant l'âge, le métabolisme standard rapporté à la masse corporelle ne cesse de diminuer au cours de la vie. Enfin, le métabolisme standard est plus élevé en moyenne chez les hommes que chez les femmes, à âge, masse et taille égaux. Ceci pris en compte, il reste une dispersion importante autour de la moyenne d'un groupe d'individus de même âge, même sexe et mêmes caractéristiques morphométriques. L'écart type résiduel est de l'ordre de 0,14, soit plus ou moins 14%. Cette dispersion est liée à d'autres déterminants comme l'ethnie, l'activité thyroïdienne et des déterminants mal identifiés. L'analyse des jeux de données
a permis d'établir des équations prédictives destinées à estimer le métabolisme standard d'un individu sans le mesurer. De nombreux chercheurs ont proposé de telles équations prédictives qui ne sont autres que des lois empiriques. Par exemple, l'équation de Mifflin et Saint-Georg fait référence aujourd'hui. Elle stipule que le métabolisme standard, en kilojoules par jour, s'exprime comme 42 fois le poids en kilogrammes, plus 26 fois la taille en centimètres, moins 21 fois l'âge en années, plus 21 si on est un homme, ou moins 673 si on est une femme. Par exemple, pour une femme de 42 ans, 64 kg et 1,70 m, le métabolisme standard vaut 42 fois 64, plus 26 fois 170, moins 21 fois 42, moins 673 égale 5553 kJ par jour, plus ou moins 14%, c'est-à-dire plus ou moins 780 kJ par jour. Attention, cette valeur est une meilleure estimation pour les individus de cet âge, de ce sexe, de cette corpulence, et en aucun cas elle ne doit être considérée comme la vraie valeur de métabolisme standard de la personne. Revenons à notre problème de départ, qui est d'estimer la dépense énergétique d'un individu. Le métabolisme standard est bien sûr inférieur à cette dépense énergétique, puisqu'il laisse de côté une partie de la dépense énergétique liée à l'activité physique, à l'activité cérébrale, à l'activité digestive, immunitaire, etc. Il a donc fallu faire des mesures sur des individus en activité. On s'est alors aperçu que lorsqu'un individu se consacre à une certaine activité, par exemple rester assis, lire assis, écrire assis, se tenir debout, marcher, etc., courir, sa dépense énergétique vaut son métabolisme standard multiplié par un coefficient qui dépend de l'activité. Par exemple, ce tableau donne le coefficient multiplicatif moyen obtenu sur 10 femmes de Singapour pour quelques activités. Il y a des dizaines de jeux de données de ce type. Maintenant, pour estimer la dépense énergétique d'un individu au cours d'une journée, on estime son métabolisme standard à l'aide des équations prédictives, mettons 5000 kJ par jour. On répertorie ses activités, 8 heures de sommeil, 1 heure de soins personnels, etc. On affecte à chaque activité le coefficient multiplicatif adéquat, 0,95 pour le sommeil, 2,3 pour les soins personnels, etc. On pondère le temps alloué à chaque activité par le coefficient, par exemple 0,95 fois 8 heures égale 7,6 pour le sommeil. Dans cet exemple, on obtient au final un total de 36,3 heures qui correspond au temps qu'il aurait fallu pour que cette personne dépense la même énergie qu'au cours de cette journée, mais en restant allongée dans les conditions de mesure du métabolisme standard. La journée ne durant que 24 heures, la personne a en fait dépensé en moyenne 1,5 fois ce qu'elle dépense dans les conditions du métabolisme standard. Cela correspond à un mode de vie sédentaire. La dépense énergétique totale de cette personne sur cette journée est le produit de son niveau d'activité physique et de son métabolisme standard, c'est-à-dire 1,51 fois 5000 égale 7550 kJ par jour, avec des incertitudes de plus de 10%, puisque les incertitudes sur le métabolisme standard et celles sur le niveau d'activité physique se combinent. Manifestement, nos capacités d'estimation des deux composantes de notre bilan énergétique sont incompatibles avec un contrôle chiffré de ce bilan au quotidien. On peut donc s'interroger sur l'intérêt de ces quantifications. Chez la plupart des individus, un contrôle de la prise alimentaire s'effectue de façon automatique sans qu'il y ait besoin d'y penser, grâce à des mécanismes de régulation internes à l'organisme. Sensation de satiété liée par exemple à la distension stomacale. Pour que l'estomac génère des signaux de satiété, il faut que l'individu ait mangé un certain volume. Informations hormonales concernant le niveau de réserve lipidique de l'organisme, messages délivrés par les micro-organismes de notre microbiote, etc. Néanmoins, la transformation des modes de vie met ces mécanismes en défaut chez près de 1,5 milliard d'humains qui se retrouvent en surpoids ou obèses.
Ceci est dû à la combinaison d'une offre en aliments de grande densité énergétique, la valeur énergétique en kilojoules par gramme de ces aliments est élevée. Ces aliments génèrent une faible sensation de satiété, d'une diminution de l'activité physique, d'une histoire évolutive au cours de laquelle nous avons été plus souvent soumis à un déficit qu'à un excédent de la disponibilité alimentaire, ce qui a entraîné la sélection de mécanismes de stockage très efficaces. La plupart des personnes obèses le sont pour cause de surnutrition passive. Pour mieux comprendre cette notion, raisonnons en termes de volume et d'énergie. Les aliments riches en eau et en fibres alimentaires occupent beaucoup de volume pour peu d'énergie, si bien que leur consommation donne une sensation de satiété avant que l'énergie ingérée ne soit excédentaire par rapport aux besoins. La surnutrition passive se produit lorsqu'un individu ingère un volume normal d'aliments, mais que l'énergie ingérée excède les besoins parce que les aliments sont très énergétiques et ou parce que la dépense énergétique est faible du fait de la sédentarité. Dans ce contexte, l'analyse des étiquettes peut notamment servir à identifier les aliments à faible densité énergétique. Le corps humain est donc un système énergétique avec ses entrées et ses sorties et des mécanismes de régulation malheureusement mal adaptés au mode de vie sédentaire. Pour terminer, passons de l'échelle de l'individu à l'échelle des populations. À cette échelle, les valeurs nutritionnelles des aliments et les niveaux de dépenses énergétiques sont beaucoup moins incertains puisque l'on moyenne les différences entre individus. Les gouvernements peuvent ainsi s'appuyer sur les estimations de la dépense énergétique moyenne des individus pour quantifier les besoins alimentaires dans leur pays.